suis accueilli par Sophie Vivant et par Max Athanase. Vous faites partie de ces quelques couples qui... il n'y en a pas beaucoup que j'ai rencontrés, qui chacun... qui se regroupent, qui se retrouvent autour de chants qui se recoupent, je suppose. Mais vous avez chacun votre sensibilité, apparemment. Oui. Qu'est-ce qui vous distingue tous les deux? Qu'est-ce qui fait qu'à la fois vous êtes ensemble et à la fois vous êtes quand même complémentaires ou distincts? En fait, on ne peut pas vraiment distinguer les deux choses parce qu'au départ, vraiment, on a plutôt travaillé très rapidement le tarot ensemble. Voilà. Donc on a vraiment, non, c'est une énergie commune. On n'a pas fait chacun notre truc d'un côté. On a découvert le tarot ensemble. On a été initiés par différentes personnes. Moi, après, j'ai travaillé un peu plus la numérologie à côté, que j'ai réussi à relier avec le tarot. Mais au fond, c'est vraiment une énergie commune. Bon. C'est un amour de l'outil commun qui a débuté en même temps. Est-ce que c'est votre point de vue? On va dire qu'effectivement, Sophie est plus numérologue, mais en même temps, ce qui nous unit, c'est cette quête du sens de la vie et du fait qu'elle ne passe pas pour rien, le sens du sacré. Et voilà. Donc après, on va dire aussi qu'en énergie tarot, moi, la fonction est plus de la transmission de l'enseignement. Ça, c'est ça qui correspond. C'est vrai que Sophie est plus à l'aise ou est plus dans sa nature avec la consultation. Oui. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là aussi, ou même dans le tarot, on se complète. Quoi. Oui, voilà, c'est vrai que voilà, on transmet conjointement. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, des couples qui font ça, ça court pas les rues, puisque c'est souvent soit un homme ou une femme qui transmettent. Là, effectivement, j'en parlais encore avec l'ancienne collègue, compagne de Jodorowsky il y a 2-3 ans, Marianne Costa, qui disait que même à Paris, c'était encore carrément très rare, quoi. Ou même considéré comme, pas impossible, mais pas souhaitable, etc. Alors que pour nous, c'est un plus, c'est-à-dire qu'on a la présence des deux archétypes quand même, quoi. Pas mais vous ne faites pas, vous ne travaillez pas, vous n'intervenez pas ensemble. Dans les stages, si. Ah, dans les stages, on co-anime les stages. Ah, d'accord, ben voilà. On co-anime les stages. Voilà, c'est dans ce sens-là où, effectivement, la présence est double et en même temps, l'aisance ou le contact de la transmission avec la personne et la transmission de l'enseignement, c'est plus quelque chose qui à la fois, de par ma formation de prof d'anglais, comme ça vous saurez tout, effectivement, me parle comment faire comprendre de manière pédagogique et participative et intéressante toutes les merveilles qu'ils ont contenues dans le tarot. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est un plaisir, quoi, qui est plus de l'ordre de mon fait que de Sophie. Même si je fais des consultations aussi, et Sophie participe au stage. Et sa particularité, c'est effectivement, moi ce que je ne fais pas, c'est la numérologie. Alors on va quand même commencer, parce que moi j'ai un petit penchant pour le tarot, pour ne rien vous cacher, la numérologie pour moi c'est un petit peu étranger. Pour moi, donc effectivement, votre enseignement, parce que vous êtes plus professeur de tarot que praticien du tarot en fait. On ne peut pas être professeur si on n'est pas praticien. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, la transmission ne peut se faire que si on passe par le vécu d'une expérimentation de l'outil et on transmet après. Ce n'est pas qu'une transmission de connaissances intellectuelles, mentales, il faut à la fois s'être imprégné des énergies, de la connaissance et quand j'en parle aussi en tant que comédien, enseigner des cours de théâtre sans avoir mouillé la chemise de l'écriture ou du contact avec le public en tant que comédien, ça reste quelque chose qui est très mental, quoi. Donc, souvent, pas souvent, non, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui lisent de bouquins et qui se prétendent enseignants de tarot. Donc, voilà. Hein. En même temps, quand on forme les gens, c'est une forme de consultation qui se fait aussi. C'est des formations qui durent sur 4 mois. Donc, on a des gens pendant plusieurs mois. Ils évoluent avec ce qu'ils reçoient. Donc il y a une pratique. Oui, c'est ça. Tarot, oui, mais c'est une pratique didactique. C'est effectivement, c'est pas comme à la consultation classique où les gens, on ne prend pas le temps de leur expliquer tout l'ensemble du bagage.
C'est-à-dire qu'il y a des consultations qui ne passent pas par l'enseignement, mais tout enseignement passe par une pratique. Mais ce que je veux dire, dans l'enseignement, à la fois, il y a les deux, quoi. C'est-à-dire que vu comment on fonctionne, on n'est pas du tout dans le plan divinatoire, prédictionnel, dites-moi ce qui va m'arriver, etc. etc. Oui. Même dans les consultations, en fait, on transmet une connaissance, une philosophie de vie. Le tarot, c'est vraiment le mode d'emploi de la vie. C'est comme si tous les plus grands sages de l'humanité s'étaient réunis, avaient codifié ça dans 78 bouts de carton. Donc nous, ce qui nous intéresse quand la personne vient en consultation, c'est effectivement, non pas de lui dire ça, machin, etc. C'est avec elle, vraiment, moi je parle le tarot, j'ai appris à parler le langage du tarot, donc moi mon boulot c'est d'être le traducteur le plus fidèle possible des cartes qui sortent en discussion avec la personne, et effectivement de la renvoyer à la mise en évidence de ces énergies plus subtiles qui passent dans les cartes. Maintenant, c'est un enseignement que je transmets aussi. Donc est-ce que ça signifie que tout travail sur le tarot que vous faites avec des gens passe par le passage en revue de l'ensemble du tarot, en fait? Alors, c'est souhaitable. En consultation, oui. Il y a aussi des consultations moins approfondies. Mais en stage, ce que veut dire Sophie par rapport au stage, c'est ça. C'est qu'on transmet une sagesse, une connaissance de sagesse, c'est une philosophie de vie. Et vraiment, comme dit Alexandre Jodorowsky, dont on s'inspire beaucoup avec Philippe Camoin et d'autres maîtres du tarot, nous, dans ce cas-là, on est pour la paix dans les ménages, donc Georges Colleuil, ok, il n'utilise encore que l'ancien, voilà. Ça, on va faire l'ancien de l'essence, on le connaît et ça fonctionne. Après, c'est quel est l'outil, le maître ou l'énergie ou le jeu qui va correspondre à la personne. Nous, c'est celui-là, parce qu'effectivement, on a voulu remonter à la source de ce qu'était le tarot de Marseille avec le convert dont Philippe Camoin est le descendant, et ça nous correspond pour ces raisons-là. Maintenant, c'est vrai que, voilà, il y a ce que je disais par rapport à... Voilà, quand on commence à parler des différents, parce qu'il y a pléthore de tarot, mais là, on parle bien de la tradition du tarot de Marseille, quoi. Aussi. Donc, pouvez-vous nous donner c'était juste que on transmettait cette connaissance-là. Le système dans son ensemble, avant d'en tirer des éléments... Dans les consultations, on tire des éléments, bien sûr. Oui. On ne va pas enseigner à la personne qui vient en consultation. C'est ça. Mais en même temps, on essaie, puisque comme on enseigne aussi cette tradition, on ne peut pas s'empêcher dans les consultations de faire une forme d'enseignement également. Oui. Donc moi, en général, quand les gens font un tirage, j'ai aussi en petite carte... J'ai l'ensemble du tarot que je montre aux gens pour qu'ils puissent en fait aussi se placer s'ils sont dans une année 1, s'ils sont dans une année 9, ils se repèrent dans la totalité du tarot. Il y a des images, des chiffres et des images. Et ça leur parle aux gens. Il faut faire un effort pédagogique, je crois que c'est important. Il y a beaucoup d'astrologues ou d'autres pratiques où on dit, voilà, on va parler le langage de la personne, soi-disant, on lui dit des choses qu'elle comprendra. Mais elle ne voit pas du tout de quoi on parle, en fait. Elle ne voit pas du tout. Elle ne voit pas le langage, les concepts qu'on utilise, mais on lui dit, bah voilà, ça c'est pour vous. Malgré le travail d'Alexandre Jodorowsky, de tas de gens comme Colleuil, qui s'intéressent au tarot, non pas divinatoire, mais comme vraiment outil de connaissance de soi et miroir de l'être profond, malgré tout le travail qui a été accompli jusque-là, on est de toute façon à passer encore des décennies et des centaines d'années à déprogrammer l'a priori négatif dans la tête des gens. Dites-moi ce qui va m'arriver, est-ce que c'est grave, docteur, je veux savoir si, etc. Et ils ne veulent surtout pas être partie prenante de leur propre guérison, si on peut dire, ou de leur propre mise en lumière de ces énergies qui bloquent. Et c'est vrai que nous, avec Sophie, par rapport à ça, on est ferme. On ne veut pas lâcher là-dessus. On veut vraiment pas donner la réponse toute faite à la personne, quoi. Moi, je sais que telle carte correspond à telle chose. En rapport avec telle autre, c'est subtil. Il y a plein de possibilités d'eux. Maintenant, le pape, c'est pas forcément l'arrivée du pape dans la vie de la personne. Non, vous voyez ce que je veux dire? Je pense à exprès. C'est vrai que c'est à décliner. Alors ça va être, je ne sais pas, un enseignant, ça va être un thérapeute, ça va être une transmission, ça va être un médiateur, ça va être une relation avec le père et ses enfants qui doit dans la famille, etc. Et c'est la personne qui va voir, ah, tout d'un coup, ça y est, c'est ça. Voilà. Alors, intuition est développée par la pratique de l'outil, bien sûr. On s'aperçoit souvent avec Sophie que, effectivement, en faisant reformuler la question sous forme de demande à la personne, on a donné déjà la réponse. Et les cartes qui sortent, en fait, elles viennent simplement illustrer, confirmer, démontrer de manière, j'allais dire, oui, objective, quoi, hein, que l'intuition qu'on a eue au début était juste, quoi. La personne est face à la bande dessinée de sa vie par rapport à la question posée. Et c'est vrai qu'elle est, dans ce cas-là, un mot que j'aime beaucoup en tant que comédien, c'est le spectateur
on est le spectateur de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, assis, en train d'entendre une réponse toute faite par une autorité toute puissante qui va me dire « oui, non, c'est grave, oui, fais-le, fais-le pas, tu vas gagner l'auto, tu vas trouver l'âme sœur ou pas ». C'est, comme dit Jodot, c'est bien, Jodorowsky, je ne vais pas te dire si tu vas gagner l'auto, mais je te dis pourquoi tu ne gagnes pas. Donc on va lever les blocages, on va mettre en évidence ce qui peut effectivement bousculer. Quand la personne s'entend dire qu'elle est responsable dans son malheur ou dans son bonheur, là on va parler comme des vieux cons, c'est-à-dire qu'il y a à se prendre en charge soi-même, quoi. Et c'est ça effectivement l'initiation ou la transmission de la connaissance. C'est donner la possibilité à la personne d'être le propre acteur de sa vie. Et alors bon, y aller doucement, parce qu'effectivement la prise de conscience c'est bien, mais elle peut bousculer, puis elle n'est pas rapide, enfin elle n'est pas rapide. Une prise de conscience peut être rapide, après, pour poser l'acte dans sa vie qui va aller dans le sens de cette ouverture de l'être à un plus, voilà, ça prend non seulement des semaines, des mois, mais c'est un travail de vie, quoi. Donc là, on n'est pas dans la recette à 2 balles de, voilà, vous allez faire ça, puis ça va marcher. Que ça marche ou pas, comme disait Giacometti, on s'en fout. C'est. Ça va ou ça va pas? C'est. Quand on compare le tarot et la numérologie, on a quand même l'impression que le tarot est quelque chose de beaucoup plus pittoresque que la numérologie. Je veux dire, il y a un contraste extraordinaire. La numérologie, ça paraît un peu froid, quelque part. C'est très dépouillé, ça demande un commentaire. Comme vous dites, le tarot, c'est plutôt la bande dessinée, c'est plutôt des images. On ne voit pas très bien la cohérence de l'ensemble, d'ailleurs, de manière générale. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, ça ne saute pas aux yeux. Donc, le tarot, c'est plus visuel, en fait, compte à la limite. La numérologie, ça relève plutôt de l'entendre. C'est pour ça que c'est bien d'associer les deux. Moi, j'ai commencé à faire des thèmes numérologiques avec la numérologie, c'est-à-dire les définitions de base qu'on trouvait dans les livres, qui sont quand même assez limitées, je trouve. Et au fur et à mesure, mais plusieurs années après, je travaillais en même temps le tarot, et un jour, il m'est venu de lier les deux, c'est-à-dire qu'une année 1, pour moi, c'était une année de battleur. Oui. Et quand vous montrez aux gens, quand vous expliquez aux gens que voilà, ils sont en année 1, par exemple, et que ça correspond en image à ce petit bonhomme, ben, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Voilà. Ils voient, ils entendent et ils voient. Donc oui, la numérologie, on va plus la voir comme une structure, en fait. Mais après, d'apporter ça, ça lui apporte une richesse fabuleuse, oui, bien sûr, complète. Mais en même temps, ça ne va pas épuiser la question du 1, je suppose. Je ne sais pas, je veux dire, c'est pas... Ça ne va pas la résoudre totalement non plus. Oui, c'est-à-dire que vous allez quand même lui expliquer autre... Je ne sais pas, je suppose que ça peut être effectivement tentant de faire une sorte de saint. Vous êtes d'accord avec cette façon de faire, Ah, mais tout à fait. De toute façon, la structure de base. Là, on est vraiment encore une fois dans... Le protocole de numérologie ne change pas. Après, sur les définitions que vous pouvez poser sur les chiffres de 1 à 9, puisque la numérologie fonctionne de 1 à 9, oui. Si ça, donc vous allez privilégier les 9 premières arcanes, ou vous allez... Ben voilà. C'est ça. Voilà. Après, je peux aller au-delà, parce que... Parce qu'un chiffre 9, il ne vient pas... Un 2 peut venir d'un 11. Il vient d'un 18 peut-être. Donc il vient d'une force. Oui, c'est ça, elle pouvait aussi utiliser les autres arcanes en les réduisant au... Mais oui, parce que la papesse, donc le 2 peut venir d'un 11 ou peut venir d'un 20. Si vous enrichissez ça, si vous apportez ça dans un thème à quelqu'un, ça donne une... Ça donne quelque chose de supplémentaire. Vous le laissez en face de l'arcane. Oui, voilà, vous allez méditer sur cet arcane ou vous lui expliquez ce que ça veut dire? Non, je lui explique, bien sûr. Non, parce que vous pourriez tout simplement lui je sais pas moi, lui dire... mais je lui demande de regarder, bien sûr. Tout à l'heure, vous disiez, on va dire, voilà, le battleur, voilà, ça c'est le 1. Voilà, vous êtes en année 1, c'est ça. Donc la personne voit son petit battleur, mais je lui explique aussi tout ce à quoi ça correspond. La numérologie nous apporte une structure, le tarot nous apporte... Merci. Parce qu'il faut... Là, la cassette est partie, mais la caméra est tombée. Je vais la tenir. Non, il n'y a pas à tenir. C'est pas une question de tenir. C'est qu'il faut que ce soit bien serré. D'accord, ici, ok. Cassette du matériel. Donc, la numérologie, c'est une structure, un calcul. Le tarot aussi. Et le tarot aussi, c'est une structure. Mais il va apporter sa richesse. Associer les deux, vous avez l'essence et la matière. Je voudrais ajouter quelque chose. Il faut vraiment comprendre que là, on n'est pas en train de faire de l'amalgame d'astronumérologie, tarot, bidule et tout. Mais moi, ce qui me touche, moi, ce qui m'intéresse,
c'est une phrase qu'on met en stage, c'est voir ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. La numérologie a un code de fonctionnement sur 9, par exemple, en numérologie. Bon. Le tarot, c'est 21 arcanes. 21 arcanes majeurs numérotés plus 1, plus 56, 78. La structure de base du tarot est sur 78 arcanes. L'énéagramme, c'est sur 9. L'astrologie, c'est donc 12 signes des planètes, je ne sais plus combien, il y a les maisons qui correspondent, etc. On ne sait plus très bien non plus. Donc voilà. Voilà. Enfin, normalement, nous dit-on 10, après, normalement, il y en a jusqu'à 12, parce que s'il y a 12 signes, etc. Ouais. Donc voilà. Maintenant, est-ce que l'astrologie, alors chinoise, hindoue, védique, astrologique occidentale, etc. Bon, voilà. Donc tout ça, il ne s'agit pas de faire des amalgames, oui. Mais effectivement, en respectant le code de la numérologie, Sophie s'autorise, puisqu'il y a des chiffres dans le tarot. Il n'y aurait pas de chiffres, c'est un chemin numéroté. Donc, dans la numérologie, ça va de 1 à 9. Bon, il y a plus dans le tarot. Effectivement, Sophie étant numérologue, elle ne peut pas s'empêcher, quand elle voit un chiffre, un chemin de vie 4, de penser à l'empereur. Et c'est pas qu'elle ne peut pas s'empêcher, c'est que, comme elle le disait, de proposer la BD de l'empereur en visuel à la personne va lui donner un aspect un petit peu plus figuratif. Donc là, on peut la laisser directement confrontée à l'arcane sans... Sauf qu'elle-même, dans sa tête, elle va se dire « Oui, mais qu'est-ce que vous me parlez du tarot? J'y connais rien. » Et la personne, un petit peu, même les gens qui viennent en consultation de tarot, voudraient bien que, regardez, moi, j'insiste vraiment, et ça c'est aussi bien Jodot, Colloy et Philippe, peut-être moins Colloy, quoique, et Philippe qu'à moi, c'est vraiment, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un homme, il y a une femme, elle est debout, elle est nue, il y a un cheval, bleu, pas bleu, etc. Ah bon? Comment ça? Mais oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, comment ça? Vous voyez une femme debout avec un lion. Bon, tout le monde comprend ce que c'est une femme debout avec un lion. Exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est revenir à ça. C'est-à-dire, c'est un langage, il ne faut pas oublier, c'est un langage qui a été inventé, ça monte à je ne sais pas quand, hein, bien sûr, si on tire le fil, on monte jusqu'en Inde, donc ça remonte à quelques semaines en arrière, mais effectivement, là, le tarot de Marseille, on peut remonter au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un langage qui a été créé pour, effectivement, transmettre le langage du secret à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élitisme. Ça veut dire que c'est une BD. Ça veut dire que tout le texte qu'il y a, c'est 22 noms, même pas, puisqu'il y a la 13 qu'on n'a pas, et puis les 16 honneurs. Donc, c'est surtout le visuel. Et puis les chiffres. Donc, il y a à entendre que c'est une structure globale, qui est un langage qu'on apprend, dont la structure de base est mathématique. Ça, il faut vraiment savoir. On tire le fil, on arrive à Pythagore. Pour les pythagoriciens, là, regardez, il y a une carte qui s'appelle le chariot, qui est le chiffre 7. Et les pythagoriciens, pour eux, le chiffre 7, c'est le véhicule de l'âme. Le véhicule de l'âme. La seule carte où il y a un véhicule dans le tarot, oui, c'est le chariot, c'est le chiffre 7. Oui. Donc, pour moi, j'aurais besoin d'autres preuves et d'aller chercher un petit peu plus loin que ça pour voir le lien qu'il y a entre Pythagore et le tarot. Mais c'est déjà une piste, un élément qui me dit, ok, il y a Pythagore dans le tarot, et vice-versa. Et puis après, la tétractise, elle est là dans le tarot aussi. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. La sainte tétractise de Pythagore, elle est dans le tarot. Avec le 4, l'empereur, la haute fortune, etc. Donc, le tarot, c'est ça, moi, qui m'émeut et qui me sidère, je ne comprends encore pas comment c'est possible. Et c'est vraiment toutes ces traditions-là qui sont présentes de manière harmonieuse, sans que ça bug. Il y a la Kabbale, il y a la numérologie, il y a l'astrologie, il y a la mythologie gréco-latine, il y a l'alchimie, il y a la psychologie des profondeurs, on va l'appeler comme ça aussi pour faire plaisir à Jung, il y a l'hindouisme, il y a la numérologie, il y a l'astrologie. Comment ça bug pas? Comment ça bug pas? À deux, sur la distance, déjà, pour un couple, c'est que ça se rencontre et que c'est sportif. Là, c'est comme si tous les plus grands sages du monde, la Kabbale, bon bah oui, 22 lettres hébraïques, là il y a 22 arcanes, mais est-ce qu'on ne se trompe pas? Parce qu'il n'y en a que 21 qui sont numérotées, 21 qui sont numérotées. Donc, la subtilité, comme il n'y a pas que Philippe Camoin qui le dit, ni Jodot, ni d'autres, effectivement, c'est de partir sur 21 plus 1. Donc 21 plus 1, c'est plus binaire, on est dans la division par 3 et par 7, donc on est dans le ternaire, et donc la disposition que propose, pas que Philippe, mais aussi donc, les gens qui partent sur cette disposition-là de 21 et 3 fois 7, c'est 3 rangées de 7. Plus 1. Donc on est bien quand même dans 22. Et oui, vous avez rangé comme ça, là. Voilà. Mais on est bien dans 22, puisqu'il y a bien 22 arcanes majeurs, si on veut expliquer en cours. Et effectivement, il n'y en a que 21 qui sont numérotés. Donc la structure de base et les chiffres apparaissant, on va en tenir compte.
Donc quand Sophie, en tant que numérologue, passe par le tarot, c'est à la fois parce qu'elle connaît le tarot et qu'elle aime le tarot, et puis que, effectivement, pédagogiquement, dans une consultation, ça va apporter un élément à la personne de voir que chiffre 5 c'est le pape, que l'amoureux c'est des gens qui discutent, enfin 6 c'est l'amoureux, c'est des gens qui discutent, etc. Alors en reliant les choses. Mais alors, est-ce que ça va dans l'autre sens aussi? Est-ce qu'on peut aller du tarot vers la numérologie? Tout à fait, c'est ce que je viens de dire, dans la mesure où la structure de base du tarot est mathématique. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Est-ce qu'on éclaire le tarot avec la numérologie aussi? Tout à fait, l'aller-retour se fait. L'aller-retour se fait, l'énéagramme va servir au tarot, le tarot va nourrir l'énéagramme. C'est dans ce sens-là où moi ça m'intéresse. En restant chacun, c'est ça qui est difficile effectivement, et c'est, excusez du peu, mais ce que... au fond la source elle est quand même là, elle n'est pas dans la numérologie la source. On va savoir. Ah, si. Elle est où là? Elle est dans le tarot, la source? Oui, plus, je dirais. Parce que d'après notre ami Max, le tarot, ce serait plutôt une sorte de synthèse de tout un ensemble de choses. Mais justement... Est-ce que c'est la source ou est-ce que c'est un aboutissement? Là, je ne veux pas jouer à ce jeu-là de savoir qui est arrivé en premier. Oui, vas-y. La structure de base du tarot est mathématique. Alors, est-ce que... c'est Saint-Augustin qui disait ça, ou je ne sais plus qui disait que tout est nombre. Donc si on revient à ça par rapport à l'ensemble de l'univers, effectivement, on va dire que est-ce que tout est en nombre, tout est venu de l'unité et d'abord mathématique et après a été illustré. Alors on va demander donc à Sophie pourquoi, dans quelle façon justement le tarot serait un peu la source de tout le reste découlerait du tarot. Si on part du principe tout bêtement que ces cartes ont été faites par des sages sur plusieurs centaines d'années, ils ont mis toute la sagesse qu'ils avaient pu percevoir de l'humanité dans ces... Donc ils ont capté des choses, donc c'est pas un point de départ. C'est à la fois un point de départ, un point d'arrivée, une transition. Oui, voilà, mais ils ont tout capté, ils ont tout mis là-dedans, qui nous paraît être un jeu. Alors la numérologie, elle est dans le tarot ou la numérologie est dans le tarot. Donc le tarot a appris la numérologie, appris à la numérologie. Ou est-ce que la numérologie vient du tarot, ou est-ce qu'il a appris à la numérologie, le tarot? Je pense plus que la numérologie a été déduite de tout ça, au fond. Ça a fait naître des structures après, pour faire des calculs et pour cadrer les choses. Mais au fond, ce que je veux dire, l'essence... Vous voulez parler du Big Bang, là, ou quoi? Parce que ça... mais si. Et quand on parle des chiffres, on parle d'une définition qu'on donne. Hein. Ce que vaut un 1, ce que vaut un 2... Vous allez avoir plus une compréhension. Enfin, ce 1, il vient de quelque part. Ces définitions, elles viennent de quelque part. C'est intéressant, parce que moi, j'ai beaucoup des écrits de lecture, notamment sur le masculin et le féminin. Non, mais je comprends que vous puissiez être fasciné par le tarot, mais moi, je décrypte au niveau du masculin et du féminin. Les mots n'ont pas le même sens. Pour Sophie, en quelque sorte, le tarot, c'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. C'est-à-dire que c'est... Donc c'est déjà que ça ne peut pas être un point de départ véritablement, puisque il est déjà lui-même le résultat de beaucoup de choses, mais on peut aussi s'en servir comme base pour commencer. Enfin, mais c'est un peu comme un enfant qui naît, qui est à la fois le résultat de tout un enfantement, mais qui est aussi un point de départ. C'est toute l'ambiguïté de la notion de source chez la femme. Quand la femme dit c'est elle qui donne la vie, à la fois c'est vrai et c'est faux. À la fois elle porte la vie, mais en même temps, au moment où elle donne vie, il y a quelque chose qui va commencer. Là, on est en train d'essayer de répondre à la question. J'étais pas en train de dire que la numérologie était pas... c'est pas ça. Non, mais en plus, on aime bien que les gens s'expriment avec leur propre... Quand on travaille avec le tarot, moi, mes premiers pas ont été quand même avec le tarot, quand même, le plus. Oui, dans votre histoire, le tarot est des premiers. Si, quand même. Non. Si, quand même. Le calcul des trucs et tout, des prénoms et tout ça. Oui, mais voilà. Ah bah, d'accord. Là, on est en train de répondre à la question, qu'est-ce qui vient d'abord? On a beaucoup plus affiné, on s'est beaucoup plus formé avec le tarot. La numérologie apporte une structure. Apparemment, elle sort de la discussion. La numérologie apporte une structure. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, hein, c'est vrai, cette idée de penser que le tarot puisse être le point de départ, alors qu'en fin de compte, c'est en même temps une énorme synthèse. Vous savez ce qu'est le point de départ? C'est quel point de départ? C'est la nature. Oui. Là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est des sages dont on parle, ils n'ont rien inventé. Oui. Ils n'ont strictement rien inventé. Voilà, ils n'ont pas inventé la spirale, le nombre d'or, les galaxies. Le nombre d'or, justement. Les galaxies, ils ont fait quoi? Ils ont vu
la nature, ils ont vu la récurrence de la spirale, par exemple, dans la coquille d'escargot, dans le Nautilus, et dans la forme des galaxies, et dans les étoiles, dans les mouvements, etc. C'est ça qu'ont fait les sages des anciens. Ils ont vu ça, et leur génie, c'est d'avoir codifié ça de manière mathématique et géométrique. Et après, raconter ça de manière autre, avec les contes, avec les histoires au coin du feu, toute tradition confondue. Et après d'avoir codifié ça avec des bons hommes, bon, alors après, c'est toute l'histoire des ondes de forme émises par tout tracé, les Égyptiens, les hiéroglyphes, les idéogrammes chinois, le tarot, le yiking. Le tarot de Marseille est l'équivalent du yiking, mais nul n'est prophète dans son pays, donc on pourra faire des trucs, etc. Ouais. Hein, ça, c'est un truc de... Mais là, on est encore en train de se débattre avec la connotation prédictionnelle divinatoire du tarot. Et c'est vraiment un outil de sagesse, de connaissance de soi, d'une précision, d'une géométrie, mais hallucinante, quoi. Pythagore, il disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je peux vous dire que moi, étant pas du tout matheux ni géomètre, il a fallu que je me coltine tout ça, quoi. Ouais. C'est clair que le tarot, si on s'intéresse vraiment au tarot et de ce dont il est porteur, vraiment, on va devoir aller chercher ça. C'est moins le truc de Jodo. Il le sait que tout ça, c'est machin. Alors, pourriez-nous montrer, là, par exemple, c'est avec le tarot, vous avez sous derrière vous quelques éléments de géométrie. Juste pour dire que c'est Saint-Augustin qui disait tout dans la nature tend à réaliser le nombre, l'unité. C'est pour ça que je parlais du Big Bang. C'est pour ça que je parle de l'unité de toute chose, d'où on vient et à laquelle on revient, avec toutes les formes possibles et imaginables. Et puis aussi, je ne sais plus qui disait ça, l'âme, mue par une espèce d'inspiration miraculeuse, a soupçonné qu'elle était un nombre. Là, on dirait qu'effectivement, tout vient et retourne à la vibration, au rythme, et à la façon d'agencer les choses. Et donc, c'est pour ça que le tarot intègre forcément ce chemin numéroté, et que l'étape 1 est avant la 2, par une évidence qui est représentée par les cartes, quoi. Mais là, la poule et l'œuf, à la limite, peu importe, quoi. Les allers-retours, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des allers-retours, quoi, de comprendre quel est le code de fonctionnement de chacun des outils, et de ne pas m'interdire là je fais aussi ce que j'appelle des écritures inspirées à partir des prénoms des personnes, en mettant les lettres debout, un acrostiche, et je me sers des lettres bien sûr, mais je me sers de la date de naissance de la personne. Donc voilà, je ne suis pas numérologue, mais voilà, j'ai les notions de ce qui distingue effectivement le tarot de la numérologie, c'est que il y a des images. En dehors du fait qu'il y a des savoirs qui sont effectivement qu'on peut exposer en tant que tels, dès qu'on passe à la pratique, on a des méthodes tout à fait différentes. Oui. Puisque dans le tarot, il y a des tirages. Encore que chez Coleuil, on a le système référentiel qui est un tirage définitif. Mais en numérologie, on est dans le définitif aussi, de certaine manière. On est quand même beaucoup plus... Le tarot donne à la réputation quelque chose qui est beaucoup plus fugitif. C'est-à-dire qu'on a un tirage qui vaut à un moment donné... Pour moi, ce que vous dites là, ça revient à la même chose. Que Sophie calcule les chiffres qui accompagnent la personne depuis sa naissance, donc qu'elle n'a pas décidé d'une certaine manière, la personne. Hein. Je veux dire, voilà, vous êtes né, tant, machin, etc., etc. En même temps, certains disent aussi que l'âme choisit son milieu d'incarnation et son pays, etc. Donc on va dire que ces chiffres-là aussi, quelque part, ils n'ont pas été aussi innocents et anodins que ça. Et en même temps, le fait que la personne vienne et tire telle ou telle carte, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose que quand Sophie, ou quand on a tous des chiffres de naissance, etc., avec lesquels on vient, on est porteur, c'est des chiffres qui sont des manifestations d'énergie subtile, effectivement, on en est plein. Mais pour moi, ça revient à la même chose quand la personne vient en consultation ou en stage, tire une carte, fait un tirage sur une question, etc., c'est la même chose. Ça veut dire on va dire que le tirage est plus ponctuel, peut-être. Oui. Sophie va vous parler de semaines. Il y a des chemins de vie, il y a l'année personnelle, il y a le mois personnel, il y a la semaine personnelle. Donc il y a des choses qui sont très précises, très ponctuelles et très présentes dans la numérologie. Donc le tarot vient juste illustrer ou effectivement remettre en perspective. Vous savez très bien, si vous pratiquez le tarot, que les 3 cartes qu'on utilise nous dans les tirages peuvent renvoyer dans le code passé, présent, futur à un passé qui est éloigné de 20 ans. Donc ça, c'est pas nous qui le décidons, ni la personne. C'est juste la question posée par la personne qui amène à tirer cette carte-là, dévoilant quelque chose qui remonte à non pas la semaine dernière, mais il y a 20 ans. Donc... Quand on interroge, c'est quelque chose qui... C'est vrai que dans la numérologie, on a l'impression que la personne n'intervient pas.
Elle donne des informations la concernant. Après, tout le reste se elle intervient par le simple fait qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle arrive avec ses chiffres qui sont ce qu'ils sont et ce qu'elle est. Voilà. Elle est porteuse de quelque chose, mais et c'est là, on le sait. Pour moi, c'est de la même manière qu'elle a son énergie pour tirer des cartes. Elle vient avec ce qu'elle est aussi, elle tire des cartes, c'est la même énergie. Donc que les chiffres, elle ne les ait pas, entre guillemets, décidés elle-même, ou qu'elle tire, entre guillemets, plus responsablement, j'allais dire, des cartes, en bon français, à ce moment-là, pour moi, ça relève de la même chose. Pour moi, de mon point de vue de traducteur des chiffres ou du tarot, c'est pareil. Je ne vais pas valoriser plus les chiffres parce qu'elle ne les a pas décidés, qu'il les a depuis 40 ans, que les cartes parce qu'elle les tire que là aujourd'hui. Par exemple, j'ai entendu récemment, est-ce que vous envisageriez, par exemple, que vous demandiez à la personne de choisir la carte qui la tire? Ah, c'est rigolo ça. Génial. Super ça. Non, oui, en jeu. C'est dans la mesure où, là, c'est encore une fois une question piège, j'allais dire. Parce que j'adhère totalement, après avoir pratiqué ça depuis 20 ans, après avoir bossé avec, vu les grands, Jodot, Philippe et tout ça, il ne remet absolument pas en question une seconde le fait que la carte qui a été tirée est la carte qui a été tirée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de encore toujours se débattre avec le mental qui dit oui, mais j'aurais pu en tirer une autre, elle aurait pu sortir à l'endroit autrement, etc. Oui, mais elle n'est pas sortie autrement, c'est pas une autre, c'est celle-là. Donc à partir de ce moment-là, moi je prends pour argent comptant que c'est cette carte-là. On peut aussi demander quoi? On peut aussi prendre argent comptant. Oui, le choix que la personne va faire de la carte. Alors, tout à fait, bien sûr. Là, effectivement, elle va plus avoir l'impression d'être responsable ou d'être active dans le choix. En même temps, ça révélera peut-être moins l'inconscient. Quoique, comme vous dites, le choix qu'elle fait elle-même d'une carte qu'elle prétend aimer, ne connaissant pas forcément le tarot, il est, encore une fois, révélateur de quelque chose. On est bien d'accord. Alors vous avez apporté là tout un lot de cartes. Non, mais c'est les mêmes en grand. Ah oui, c'est ça. Ça présente un intérêt de les voir en grand. Oui, puisque nous, quand on transmet Donc montrez-nous, on a peut-être un autre choc, un autre rapport avec les cartes. Oui, c'est vrai que... Il y a une autre énergie. Ça fait plus grand, quoi. C'est vrai que pour des raisons pédagogiques, en stage, c'est clair qu'on travaille avec ça. On est beaucoup plus, étant deux signes de terre, on est plus dans la terre et moins dans comment les trucs, comment on appelle ça, qu'on projette avec, je mets tout dans, ça s'appelle l'ordinateur, qu'on projette sur l'écran et tout ça. Le vidéoprojecteur. J'allais dire diapositive, vous voyez où j'en suis encore, moi, par rapport à Internet. Donc c'est vrai qu'on aime bien avoir le truc à montrer. Alors, ça fait moins de cartes en plus. Ça fait moins de cartes à jouer apparemment. Alors bon, et en même temps c'est plus encombrant à transporter, mais c'est vrai que il y a un toucher que nous on aime bien et qui permet de voir en détail. Alors les petits détails, comme on le sait dans le tarot, ne sont pas anodins puisque tout a été mis là. Au niveau de nombre de feuilles, au niveau des plis qui arrivent dans le baluchon du mat, etc. Donc, et puis c'est vrai qu'en termes énergétiques, ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'on oublie ça, parce qu'en France, c'est pas du tout notre plan, on est beaucoup dans le mental, dans la connaissance, tout ça, symbolique et tout ça, on oublie que tout ça, c'est de l'énergie, c'est du feu, quoi. C'est-à-dire que le simple fait d'agrandir la carte qui a des ondes de forme, qui a des tracés, qui ne sont pas n'importe lesquels, émet des ondes de forme, et comme on dit avec Sophie, là, ils sont petits, on les a en plus grands, effectivement, c'est ce que vous posiez tout à l'heure, on disait avec Sophie qu'on pourrait laisser les gens exposés aux radiations du tarot, c'est ce qui se passe quand on est en stage, et qu'à la limite, les laisser méditatifs, par rapport aux cartes. On va quand même dire deux, trois choses, ce qu'on fait dans les stages. Mais effectivement... Qu'est-ce que ça vous évoque? Dans la mesure, voilà. Et même pas ça, sans rien dire. Voilà, il y a une espèce d'irradiation proposée par l'exposition, j'allais dire, au rayon du... On pourrait même dire, quand un astrologue montre le thème de naissance à quelqu'un, il pourrait aussi ne pas le commenter. Alors, lui dire, voilà, vous avez un dessin, c'est vous. Et ça ferait travailler quelque chose, c'est que la personne pourrait se dire, ce n'est pas parce que j'y connais rien que je ne vais pas voir des formes. Comme vous parliez des chiffres tout à l'heure, c'est plus abstrait par rapport aux images du tarot. Le chiffre, si on rentre dans cet aspect, j'allais dire, enfantin
et émerveillé de la chose, c'est une forme. Le 1, c'est un 1. Le 2, c'est attaché à la terre. Le 5, c'est attaché au ciel. Le 4, c'est le cercle et le 3. Le 3, c'est rond. Le 6, c'est tout rondeur. Donc déjà ça, c'est pas un hasard. On part du point, du trait et de la courbe. Je vous rappelle qu'on est au Moyen-Âge, équerre, compas, corde à nœud. Voilà, pas de calculette, pas d'internet, pas de truc. Et au bout de 600 ans, ça tient debout. Donc le tarot de Marseille, pour qu'il ait traversé des siècles comme ça, qu'il tienne debout avec toutes ses couleurs, ses détails et ses symboles, ou toute tradition confondue, il y a vraiment aussi quelque chose qui est de l'ordre de cette cathédrale invisible, indestructible qui est là, quoi, qui a été transmise. Dans un endroit où on ne pensera pas du tout aller chercher cette sagesse et ce trésor de la vie. Un jeu de cartes, c'est comme les contes. Qui va aller brûler des livres de contes ou brûler un jeu de cartes? Personne. Les autodafés des livres sacrés et maléfiques, etc. et tout, un nom de la rose, qui brûle les livres parce qu'on voit quelqu'un qui sourit et que le sourire rapproche de l'animal, etc. Voilà, on brûle des livres dont on pense qu'ils sont maléfiques ou trop intelligents pour les êtres humains. Et effectivement, on ne va pas penser du tout à brûler les 78 cartes, quoi. Oui. Dont certains disent encore que les 56, c'est pas les mêmes arcanes mineures, le même jeu, etc. Ça, juste entre parenthèses, les liens entre les 22 arcanes majeures et les arcanes mineures sont tels qu'il est prouvé mathématiquement, les gens qui s'intéressent à la chose le savent, qu'effectivement, ça constitue bien un tout de 78 cartes. Et si on utilise encore une fois que les 22, on se coupe d'une partie du jeu. C'est comme si on prenait que 20 lettres de l'alphabet. Vraiment. Comme dit Jodot, quoi. Il faudrait commencer par les arcanes mineures. Oui. Parce que c'est la base, quoi. C'est le D.A.B.A. Il y a 4 séries, c'est les 4 éléments. Et puis après, on apprend à parler, on s'aperçoit que, comme par hasard, le battleur, il commence, première carte des majeurs, il commence avec les 4 éléments des arcanes mineures. Le bâton, la coupe, le denier et j'ai oublié quoi? Le couteau. Pour l'épée. Donc, première carte des majeurs, ça commence avec le rappel de ce que sont les 4 arcanes mineures. Ah oui, c'est l'interface, oui. Donc, et comme les arcanes mineures ne sont effectivement que des objets ou des êtres humains, c'est peut-être plus rébarbatif, mais c'est comme par hasard ce qu'on appelle le monde de la matière. Et c'est normal qu'on ait tendance à se couper du monde de la matière, parce qu'on est tous, astrologues, numérologues ou tarologues, à vouloir faire comme le maths, c'est-à-dire retourner voir ce que c'est la Voie lactée, le ciel, etc. Alors, on va passer un peu plus à la numérologie. Alors, donc, Sophie Vivant, donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques lumières sur votre façon de travailler? C'est-à-dire est-ce que bon, alors une question, quand on est sur une chaîne assez spécialisée, est-ce que vous avez une façon particulière d'envisager la numérologie par rapport à d'autres chercheurs? Bon, par exemple, il y a par exemple, moi j'ai entendu, bon, il y a par exemple d'autres, moi je ne suis pas dans ce domaine-là, mais enfin, il y a différentes écoles en numérologie, hein. Il y a celle de notaire, il y a de la numérologie humaniste, il y a celle, je sais pas. Moi, ma manière, justement, c'est de l'associer avec le tarot. Même pour ça, pour moi, c'est d'accord, un bon, voilà. D'accord, oui. Je ne me suis pas formée auprès de quelqu'un pour apprendre la numérologie. Pour moi, c'était une structure qui était intéressante parce que ça me parlait plus que l'astrologie, que les calculs astrologiques. Après, très vite, j'ai eu envie d'y mettre autre chose, quoi. J'ai rencontré le bouquin de notaire, mais je trouve que c'est compliqué. Et ça dépend des plans qu'on travaille, mais c'est psychologique, mais des fois trop. Tu t'inspires plutôt de qui? La salle, quand même. Du tarot. Non, mais au niveau de la salle, oui. La salle. Ah bon? La salle, vous parlez de quelle, la salle? Pierre Lassalle. Pierre Lassalle, parce que moi je le connais bien, Pierre Lassalle. Ouais. Mais pas ce qu'il a fait en astrologie. Ce qu'il a fait en numérologie. Ah oui, parce que lui, moi je le connais surtout pour l'astrologie holistique. Ouais. Et ben moi j'ai rencontré son bouquin sur la numérologie holistique. Ah ben voilà, je ne connaissais pas du tout. Mais pareil, après je me suis éloignée. Ouais. Ce qui était intéressant chez lui, c'était qu'il avait une ouverture verticale. Il parle beaucoup de la transcendance, il parle beaucoup des anges et tout ça. Notaire, par exemple, c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus... il nous ramène toujours à l'enfance, hein, à nos nœuds d'enfance. Ça va 2 minutes aussi, quoi. C'est assez psycho, papa, maman. Avec notaire, avec la salle, on peut arriver un peu à sortir de ça. On parle quand même de papa, maman, mais je trouve que ça s'ouvre un petit peu plus sur une dimension un peu plus transcendante, ce qui fait pas de mal, quoi. Donc pour moi, c'est un peu le ciel sur la terre, plus. Avec la salle, je trouve qu'il y a quelque chose de plus ouvert.
Il a fait les trucs, c'est lui qui a fait les trucs sur la licorne, c'est ça? Je ne confonds pas. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc on l'a là aussi, c'est un super travail sur les... Non, et c'est le livre que je conseille aux gens qui ont envie de travailler avec la numérologie, quoi. Mais après, pareil, moi ça m'a permis, en fait, de rencontrer son livre. Je ne me suis pas formée auprès de lui, mais de rencontrer son livre, ça m'a ouvert à quelque chose. Ça ouvre c'est des lectures qui éveillent. Enfin, je l'ai fait sur mon thème déjà, sur les thèmes des gens que je connaissais. Donc ça m'a ouvert des choses. Mais après, c'est vrai que très rapidement, il y a quand même eu le tarot qui est venu se coller en termes de définition. Pour moi, c'est une source qui est venue nourrir ma numérologie. Oui, c'est ce que j'ai, c'est original. Et moi, ce qui m'intéresse dans la numérologie, en fait, c'est les cycles qui peuvent apparaître pour les gens. Ah. C'est de remettre les gens dans leur cycle. Bon, mais ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, ça les incarne. Ça les incarne. Des fois, le tarot, et c'est pas qu'il est éthéré, mais les gens, des fois, oublient de regarder le tarot, vraiment, les images. Ils entendent ce qu'on dit. Mais je trouve que les gens, quand je suis en consultation, que je peux faire un tirage à quelqu'un, la personne a son tirage devant elle. Je dis des choses, la personne me regarde. Elle est incapable de baisser le nez pour regarder ses cartes. Les gens sont très très vite là. Ils entendent ce qu'on dit, mais ils ne regardent pas. Et on les force à regarder les cartes. Quand on fait des stages, des formations, et des gens qu'on connaît depuis longtemps, on dit, ben voilà, le pendu est sorti, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu regardes? La personne, elle ne regarde plus. Elle est à se souvenir des définitions qu'on a pu dire. Et je trouve que la numérologie, ce qui est bien, c'est que ça apporte quelque chose ça fait descendre sur terre. Tu m'as dit combien tout à l'heure? Ah bon, d'accord, oui, d'accord. En tout cas, vous avez prononcé le mot cyclique. Hein. Oui, moi je l'aime beaucoup. Parce que dans le tarot, quand on fait les tirages, on a du mal à... Donc, voilà, on a du mal à poser des cycles. On ne peut pas dire à la personne que ça va se réaliser dans les 3 mois. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que la numérologie est parfois en concurrence avec l'astrologie. Et que certaines personnes, une des thèses qu'on développe actuellement, c'est qu'apparemment, le déclin de l'astrologie, en fait, la numérologie fait une concurrence assez forte. Oui, parce que peut-être qu'elle remet... les chiffres sont plus proches de nous que les astres, souvent. Parce qu'on les utilise tous les jours pour faire nos comptes, l'adresse où on habite. C'est pas uniquement ça, c'est parce que la numérologie dit des choses à une source qui est relativement claire, que l'astrologie n'a plus. Enfin, elle est perdue dans... Elle dit trop de choses et en fin de compte, les gens s'y perdent. Alors, moi, c'est bien fait chaque outil. Moi, quand je dois expliquer à une personne au téléphone, je lui dis déjà que je monte un thème numérologique pour répondre à ses questions. Pas forcément pour lui enseigner ce qu'elle est. On s'en moque quelque part. Son urgence, c'est de savoir comment je vais me dépatouiller avec mon problème en ce moment. Et je lui dis, en fait, la numérologie, ce qui est intéressant, c'est que ça vous met dans des cycles et ça va permettre d'accélérer s'il y a une action à poser ou de calmer le jeu s'il faut plutôt calmer le jeu. Si vous êtes en année 1, en numérologie, ça dit on y va. L'ermite en année 9, c'est plus en fait des aboutissements. On essaie de freiner un peu, on est un peu prudent. Et ça va. Souvent, une personne, elle vient pour qu'on la calme, parce qu'en fait, elle veut aller trop vite. Et au fond, elle-même, elle recherche quelqu'un qui lui met un frein. Oui, qui dit c'est pas encore le moment. Voilà, qui lui dit c'est pas tout à fait là, mais ça va venir dans un an. Ou alors, et tout ce que veut entendre la personne, c'est ok, ça va se faire un peu plus tard, mais ça va se faire. Oui. Voilà. Effectivement, je crois que... Et pour ça, la numérologie est très claire. Et ça fonctionne, ça marche. C'est là qu'on voit, c'est là que l'astrologie et la numérologie se recoupent. Et par expérience, vous pouvez voir que les gens, ils vivent leur année 1, ils y connaissent rien, ils sont en train de vivre leur année 1, mais complètement, au mot près. Ou une année 9 au mot près aussi, alors qu'ils n'ont pas la conscience de tous ces chiffres et de ces définitions. Ce que Sophie dit par rapport à la numérologie, c'est vrai, c'est ça, c'est l'histoire du cycle. Le sexe, le tarot, est-ce qu'elle parle que de ça? Ce que dit Sophie, elle le dit. Oui, non, mais c'est vrai que je rebondis là-dessus, sur l'idée que ça remet les choses en perspective sur un passé ancien, présent et futur lointain, parce que voilà, les chiffres accompagnent la personne sur sa vie. Je dis que le tarot fait la même chose, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est même, bien que le tirage soit ponctuel, la carte dans le passé peut renvoyer, parce qu'en plus le protocole qu'on utilise fait qu'on ne se limite pas à 3 cartes. Donc on peut se retrouver avec 15 cartes, 16 cartes, qui vont soit complètement dans le passé, soit passé présent, soit vers le haut, puisqu'on va vers le haut, ou vers le futur. Donc effectivement, même s'il y a 3 cartes ou 5 cartes, la carte du passé peut renvoyer un événement, je pense vraiment à un tirage très puissant à Strasbourg qu'on avait fait il y a 2 ans, où effectivement ça renvoyait à une question que la personne avait travaillée violente, une extrême violence guerrière, vraiment, parce qu'il y avait eu mort d'hommes assassinés,
dans un pays étranger, et elle venait demander au tarot, alors que depuis 20 ans elle avait travaillé sur la question, elle venait demander au tarot l'explication de... Oui, continuez. C'est pour changer un peu. Elle venait demander au tarot l'explication de ce qu'elle savait déjà, quoi. Mais en même temps, elle nous a dit, c'est la première fois que j'ai en image ce à quoi ça correspond. Donc cette carte-là du passé renvoyait un événement vieux de 20 ans. Donc oui, on peut pas dire que si on veut, on peut aussi articuler le tarot sur des chronologies. C'est pas moi qui veux ni la personne. La personne arrive avec une question, la carte sort, intuition il y a, on discute avec la personne, on s'aperçoit que cette carte-là renvoie pas uniquement à la semaine dernière, mais ou si ça renvoie à un événement de la semaine dernière, comme par hasard, l'événement de la semaine dernière, il est en réunion. Oui, mais la différence entre la numérologie et le tarot, c'est que la numérologie, elle a une structure cyclique systématique. Oui, tout à fait. Alors que là, on a l'impression que le tarot va faire des sondes, il va donner des sondages, des éclairages à un moment donné. Il ne va pas donner une image cohérente et structurée du temps. Moi, je suis très vigilant. Tout à fait. Je suis très vigilant, moi, dans le discours de discussion comme ça par rapport à la comparaison entre les outils et leur code de fonctionnement. Je suis très vigilant à voir ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Vraiment, vraiment. Ça là, le risque de passer pour obtus. Vraiment, j'insisterai sur le fait que il n'y a pas d'outil meilleur qu'un autre. En plus, ça va dépendre de l'utilisateur. Tout outil est génial. Même les tâches dans le bar de calculateur. On ne parle pas qu'il soit meilleur ou pas, on dit simplement que la numérologie a plus la fonction de dater, de mettre dans des cycles, que le tarot. Le tarot, il a plus... Non, c'est pas tellement de dater, c'est d'avoir une datation systématique. Voilà. C'est-à-dire de dire, de pas... Parce qu'on peut imaginer que le tarot va pouvoir dire qu'à tel moment va se passer quelque chose, mais ça ne sera pas dans une structure systématique. C'est la fonction de la numérologie. C'est la nature même de la numérologie. Et de l'astrologie peut-être aussi. Et aussi de l'astrologie. Normalement, l'astrologie, effectivement, c'est la photographie du thème de la naissance. Le tarot, à mon avis, on a aussi des systèmes cycliques. La révolution solaire. Il n'y a pas que la numérologie, mais même pas seulement la révolution solaire, il y a des cycles planétaires, il y a entre deux planètes. Justement, le thème natal, ça se ressemblerait plus finalement au tirage du tarot à la limite. C'est beaucoup plus quand on commence à faire des prévisions. C'est là qu'on est plus dans la numérologie. Par contre, l'astrologie serait un peu à l'articulation entre les deux. Il y a une phrase que je vais dire juste là parce que c'est important. C'est un astrologue qui, à l'époque, quand j'avais étudié l'astrologie, l'avait dit. Je crois que c'est Alexandre Perti. Il avait dit, et je vais utiliser ça pour le tarot et pour les chiffres. Je pense que Sophie sera d'accord, mais enfin bon, ça c'est j'ai envie de dire. C'est que les chiffres influent, mais ne déterminent pas. Ça, faut vraiment... Enfin, ça, c'est quelque chose... Les astres, la formule initiale, c'est les astres influent. Voilà. Alors, effectivement, là, moi, ça m'intéresse parce qu'on n'est plus dans un déterminisme. Parce que si on est dans le chiffre, machin, et puis du coup, cette semaine-là, j'ai pas le droit de, etc., c'est conscience de, et qu'est-ce que je vais faire de cette conscientisation? Que ce soit de la planète, que ce soit du chiffre, que ce soit du tarot. Après, c'est la responsabilité de la personne de croire ou pas croire, ou d'être prête à entendre ou pas entendre, ou poser l'acte qu'il y a à poser, ou qu'il y aurait à poser. Ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Je ne sais plus qui disait, c'est peut-être Jodot qui dit « Le destin en question est-il écrit ?» Oui, mais il est écrit pour être transformé, et c'est l'être qui est, par sa conscience des énergies en présence dans sa vie, soit mise en évidence par les as, par les chiffres ou par le tarot, qui a la responsabilité, effectivement, de poser les actes en rapport avec les prises de conscience. Ça, c'est important, quoi. C'est bien sûr que la question du libre arbitre, elle est ténue. Bien sûr que, dans certains cas, au niveau des cycles, au niveau des choses, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Ben, tu l'as pas évité, donc c'est peut-être pas inévitable, mais c'est un bon sens, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça un bon sens. Est-ce que c'était évitable ou inévitable? Je sais pas. Tu l'as vécu. Est-ce que ça devait arriver? Je sais pas. Je l'ai vécu. Donc, question, puisque le bon sens me fait réaliser que je l'ai vécu, qu'est-ce que j'en fais? Je reste scotché dessus, j'évolue, je pose un regard de conscience et d'élévation dessus, ou je reste... voilà. C'est vraiment toute l'histoire du regard de conscience qu'on va poser sur tel ou tel événement, ou même telle ou telle information que le numérologue, le tarologue, l'astrologue, ou l'énéagramme, ou le psychologue, etc. va m'apporter. C'est ma responsabilité. Et c'est dans ce sens-là où moi, vraiment,
j'adhère beaucoup à ce que propose Alexandre Jodorowsky, qui dit ne pas faire de prédictions, quoi, ne pas donner de conseils, quoi. Moi, je vais traduire le plus possible Sophie par les chiffres, moi par les cartes, les énergies en présence, en disant, voilà, il y a la mise en lumière de ces énergies inconscientes et plus subtiles. Maintenant, ça a l'air de vouloir dire que pour débloquer les énergies, il y aurait ça à faire. Ça vous parle, ok, c'est en discussion avec la personne que ça va pouvoir se faire. Vraiment, après, que la personne mette 3 mois, 6 mois, 10 ans à intégrer le tirage et à poser l'acte, après, c'est plus de ma responsabilité, quoi. Alors après, on va dire, oui, ce qu'il a dit, ça marche pas, ça marche pas. On est dans un quoi? Dans un critère de comment vous avez fait pour savoir? Et puis, ça c'est arrivé ce que vous m'avez dit. Moi, j'ai traduit. Après, la personne, il se trouve qu'elle a posé l'acte que les solutions du tarot proposées. Ou que Sophie, par intuition, est venue à lui dire que c'était le moment d'agir ou pas d'agir, plutôt, etc. Alors, il y a les tirages où, effectivement, je me rappelle d'une personne en stage avec Sophie, chaque fois, la carte en solution, c'était roue de fortune, c'est le moment juste de tourner la page, d'avancer, de poser un acte. Elle est restée 3 ans sans bouger. Donc, alors que le tarot disait, a priori, c'est le moment de tourner la page et bouger, ça ne se fait pas sans la personne. C'est un truc qu'il faut comprendre, quoi. Si on vient en numérologie, en tarot ou en truc, en croyant que c'est le tarologue ou les chiffres ou les cartes qui vont faire le travail à notre place, on se trompe, quoi. C'est tous notre nostalgie de ça. Mais là, peut-être que justement, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? On a tous envie de ça, que quelqu'un nous dise ce qu'il y a à faire, et puis qu'il nous l'a dit, et puis que ça suffise, et qu'on n'ait pas à se mouiller la chemise. Mais peut-être que mauvaise nouvelle et bonne nouvelle, il faut mouiller la chemise et aller sur le chemin, quoi. Oui, c'est-à-dire que si les cartes sont le reflet, ou si son mode d'emploi, la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que ça demande à la personne d'aller dans le concret, poser l'acte, dont on lui a dit que le cycle des chiffres ou les cartes mises en les énergies mises en évidence par la carte renseignaient sur le moment propice ou pas pour faire la chose. Oui, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que moi j'ai ma grille de lecture masculin-féminin. Après un moment donné, vous avez un lâcher prise, c'est-à-dire que vous dites bon voilà, peut-être que vous voulez aller plus au fait des choses, vous peut-être accompagner la personne jusqu'au bout, d'une certaine manière. Avec la numérologie? Avec votre travail en général, je veux dire, quels que soient les outils, parce qu'en fin de compte, c'est pas tellement l'outil qui est important, c'est la motivation du praticien. Voilà, on a commencé par parler de transmission, et le mot que vous utilisez, c'est bien, c'est accompagnement. C'est vrai que c'est le mot qu'on utilise avec Sophie, c'est accompagner les gens sur leur chemin. Alors peut-être que chez certaines personnes, c'est une question de tempérament, chez certaines personnes, l'idée d'un travail bien fait n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il faut vraiment aller jusqu'au bout, que le travail soit complètement terminé, alors que pour d'autres, il s'agit simplement d'inciter, de provoquer, mais sans aller plus loin. Est-ce que vous avez, parce qu'il y a une question quand même qui me vient à l'esprit, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que vous avez une sensibilité masculine et Sophie une sensibilité féminine par rapport à sa façon de travailler? Est-ce que vous assumez votre féminité dans votre façon de travailler, d'utiliser votre savoir et dans l'idée de la nature même de votre travail? Parce que par exemple dans ce qu'a dit, c'est intéressant ce qu'a dit Max Athanase, il a dit que finalement à un moment donné, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on ne sait pas exactement ce que la personne va en faire. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin dans la prévision. Oh. Alors vous êtes pareil, est-ce que vous assumez, est-ce que vous pensez qu'il y a un élément féminin dans votre façon de travailler, Sophie? Oui, mais qu'est-ce que vous appelez élément féminin? Non, mais justement, je vous renvoie à vos propres définitions. Moi, je pourrais vous dire ce que j'en pense moi-même. Le féminin, il a la dimension d'accueil, normalement. C'est une dimension d'accueil. Et vous pensez qu'il n'a pas la même dimension d'accueil, Max? Ah, j'ai pas dit ça. Non, mais à partir du moment où vous dites quelque chose et que l'autre n'est pas du féminin, ça veut dire forcément quelque part que lui, il ne fonctionne pas tout à fait pareil. Je pense qu'on fonctionne sur les deux plans. Ah d'accord, donc vous êtes quand même une femme malgré tout. Oui, mais... Je le contraire. En fait, moi, tout mon travail...
en dehors des consultations, je dirais que c'est aussi pour équilibrer justement ces deux aspects en moi. Oui. Mais ces deux aspects... L'accueil, fonction des missions, les deux. Oui. Donc vous ne... Même si ces deux aspects doivent être équilibrés, malgré tout, il y a quand même... Que le masculin comprenne le féminin et que le féminin comprenne le masculin, et on est quand même chacun part d'un certain point, il y a un point de départ, vous partez du féminin, oui. et vous allez vers le masculin, et lui, il va, à la limite, si on rentre dans cette logique, il part du masculin pour aller vers le féminin. C'est pas tout à fait pareil. Comme le tarot le dit. D'ailleurs, si en tant que tarologue, je suis tarologue, je sais par où je suis passé pour honorer cette partie féminine en moi. Si j'avais pas travaillé et honoré cette partie féminine en moi, je serais... j'allais dire footballeur, j'ai rien contre les footballeurs, mais c'est vrai que ça demande une capacité d'accueil, comme dit Sophie, d'écoute. C'est Ptahhotep, un sage égyptien, qui disait c'est l'écoute qui guérit. Sache, si tu veux être guide, que avant toute chose, la personne qui vient à toi a besoin de purger son cœur. Donc la première fonction, c'est de qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on écoute. C'est l'histoire de la poubelle et du paillasson, quoi. Oui. Vraiment. C'est-à-dire, on écoute ce que la personne a à dire. Là, effectivement, dans ce cas-là, le thérapeute est féminin, homme ou femme. Oui. C'est clair qu'il a une fonction d'écoute de ce que la personne a à dire pour purger ses problèmes, etc. Ça, dans certains cas, Sophie me dit, j'ai pas pu en placer une. Ça veut dire que pendant 1 heure, la personne, elle a besoin de parler, sortir. Et Sophie, elle a dit, j'ai même pas vu faire le thème. Si une consulte, dans certains cas, vu la personne et vu l'énergie et vu ce que Sophie sent, se résume à ça, c'est ça qu'il y a à faire. Est-ce que ça va s'arrêter là, ou est-ce que la personne va revenir pour, etc. Ou si, nous, à un moment donné, c'est ça. C'est comprendre que, oui, dans ce cas-là, on n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas dans la volonté d'obtenir quelque chose, d'absolument transmettre soit le tirage, ou soit la transmission intellectuelle ou d'enseignement thème astrologique. C'est dans ce sens-là où la première fonction du thérapeute, enfin, ou du tarologue, c'est écoutant. Donc, Sophie, comme moi, dans ce cas-là, on est femme, enfin, on est féminin, on est accueil de ce que la personne dit. Après, si ça dure 3/4 d'heure, 3/4 de la consultation, dans le cas de consultation, si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes, et c'est toujours un aller-retour. On ne va pas mettre des temps, c'est toujours dans un échange, et ça rebondit, c'est parce que la personne a dit quelque chose ou a entendu ce que Sophie a dit, que du coup, ça lui fait faire un déclic, etc. Et l'idée de donner des conseils ou de proposer une réponse à la personne, comme dit Sophie souvent, en fait, la personne elle vient quand ça va. En fait, la personne, si le tarot et la numérologie sont des miroirs, elles ne viennent les personnes que pour s'entendre dire ce qu'elles savent déjà, mais qu'elles ont besoin de s'entendre confirmer. Voilà. On ne va pas jouer, se la péter à dire qu'on est des tarologues, numérologues qui apprenons toute la vie aux gens. Non, on est très lucide par rapport à ça. Les gens, ils viennent, ils savent très bien, quelque part. Ils ont simplement besoin d'une mise à distance par les cartes, ce que fait les cartes. Ce que font les cartes, ce que font les chiffres, en remettant cycliquement, comme on l'a dit, dans une perspective, ou les planètes, ou etc. Et après, s'entendre dire par quelqu'un, entre guillemets, d'objectif ou d'extérieur, qu'il y a telle ou telle chose qui traduit le langage des cartes, donc mon inconscient mise en image, est traduit par quelqu'un de compétent, on va imaginer, qui travaille verticalement, comme dirait Sophie, ou avec le cœur pur, parce que là aussi, il faut parler de l'utilisateur, quoi. De qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi je veux être tarologue, pourquoi je veux répondre à des questions à des gens, pourquoi, c'est quoi, je traite avec ma propre souffrance parce que je ne peux pas me comprendre moi, je suis triste de je ne sais pas quoi, pourquoi je veux aider les autres, pourquoi j'ai l'ambition d'être chaman, thérapeute, machin, de guider, je suis quoi, dans la transmission d'une sagesse, ça, moi, c'est mon histoire, donc j'enseigne la sagesse dans le tarot. Pourquoi je veux être tarologue? Pourquoi je veux être médecin? Pourquoi je veux aider l'autre? Pourquoi j'essaie d'aider l'autre? Parce que, encore une fois, je n'arrive pas à m'aider moi. Enfin, ça va là. Hein. Moi, je touche vraiment à cette idée de... Là, je ne suis pas en train d'aider quelqu'un, je suis en train de transmettre mon émerveillement devant la beauté de l'harmonie de la vie, codé dans le tarot, dans les chiffres et dans ce que les anciens ont pu voir dans la nature et qu'ils ont codifié dans les chiffres, dans les géométries, dans les petits bouts de carton du tarot. Il y a un paradoxe. C'est le mot, c'est amour. Il y a un paradoxe dont je voudrais vous parler, sur lequel je voudrais vous relancer, si vous voulez. Peut-être ma question va paraître un peu surprenante, hein. Mais si on décortique un peu ce que vous avez dit, par exemple, quand, en fin de compte, souvent on se dit, la personne qui doit avoir le plus de rapport avec son subconscient et avec certaines forces,
c'est plutôt le praticien que le client. Hein, bon. Mais on peut se demander si c'est pas l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'en fin de compte, si on reprend le scénario que vous avez décrit, qui est-ce qui va sortir les cartes? C'est quand même bien la personne qui vient vous voir, c'est pas le tarologue. Donc quelque part, le tarologue, il pourrait très bien ne pas avoir le même potentiel que son client. Il pourrait très bien être simplement quelqu'un qui aide son client à développer son rapport avec son subconscient, mais on pourrait très bien imaginer, et le problème se pose aussi en astrologie, je voudrais quand même développer une seconde, c'est le fameux problème de ce qu'on appelle le contre-transfert. C'est effectivement, est-ce que le praticien doit forcément avoir le même rapport au savoir en question que son client, par exemple? Est-ce que l'astrologue doit avoir le même rapport à l'astrologie que le client qui vient à l'astrologie? Est-ce que le tarologue doit avoir le rapport au tarot que... Bon, visiblement, il y a une dimension fantasmatique chez le client de l'astrologue, du numérologue ou du tarologue, que n'a pas forcément, bien sûr, le professionnel, déjà. Hein. Et en quelque sorte, par exemple, dans le cas de l'astrologie, quand on fait le thème astral, ça présuppose que la personne a su capter les énergies astrales au moment où elle est née. Hein. Donc il a fallu qu'elle se débrouille pour y arriver. Donc il a fallu qu'elle soit elle-même médium quelque part pour pouvoir... parce que, après tout, il peut très bien y avoir des astres quelque part, qu'est-ce qui prouve que la personne les a captés? Donc il y a toute cette notion de capter les énergies qui se pose non seulement chez le professionnel, mais aussi, peut-être même encore plus, chez le client. Qui lui, on part du principe, l'astrologue part du principe que son client a capté des choses. Comment il y est arrivé? Il a bien fallu que quelque chose travaille en lui pour capter. Le tarologue, s'il demande à quelqu'un de tirer, c'est qu'il pense que le tirage que va faire cette personne-là fera sens quelque part. Donc il est aussi, ça veut dire que son client est quelque part en contact avec quelque chose qui peut-être le dépasse, mais qui doit quand même capter aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en arrive, et on va changer de cassette ensuite, parce qu'on en arrive à 1 heure, on en arrive à cette idée que finalement, c'est beaucoup le présupposé de la captation d'énergie, de connaissances, de vibrations, il concerne peut-être plus au départ le client que le professionnel. Voilà, donc là-dessus je vais passer à un autre... c'est un paradoxe auquel on arrive actuellement, si vous voulez.